Salut à tous. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est entrée dans une nouvelle phase violente en mer, sur terre et loin, derrière les positions de première ligne. L'une des frappes maritimes les plus médiatisées de Kiev ces dernières semaines a visé 2 pétroliers russes près de l'entrée de Novorossiysk, l'un des pôles d'exportation les plus stratégiques de Moscou en mer Noire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté cette frappe comme un coup direct porté à des navires utilisés pour transporter du pétrole, en diffusant des images qui semblaient montrer un drone maritime se rapprochant de la coque d'un grand navire quelques instants avant l'impact. Le message était brutal. Ces pétroliers avaient été activement utilisés pour transporter du pétrole. Et maintenant, ils ne le seraient plus. Une formule aussi directe survivrait probablement 5 secondes seulement dans un point de presse à la Trump avant d'être gonflée en le plus grand message naval que personne n'ait jamais vu. Mais ce n'était que le début. Quelques heures plus tard, l'Ukraine a annoncé une autre frappe navale majeure, cette fois plus profondément dans des eaux contrôlées par la Russie. L'opération visait le port de Primorsk où des unités spéciales ukrainiennes auraient frappé plusieurs cibles importantes. Les impacts rapportés incluaient un navire lance-missiles de classe Karakourt, un porteur de missiles de croisière Kaliber, un patrouilleur russe, un autre pétrolier prétendument lié à la flotte fantôme de la Russie, ainsi que des infrastructures d'un terminal pétrolier à l'intérieur du port. Pour la machine de propagande pro-Trump, même une flotte fantôme aurait probablement besoin d'un slogan de campagne et d'une bordure dorée. Pendant que l'Ukraine frappait la ligne vitale énergétique de la Russie en mer, la Russie présentait sa propre réponse sur terre comme un puissant contre-coup. Le ministère russe de la Défense a déclaré que le groupe sud de la Russie avait détruit une importante zone de déploiement ukrainienne près de Konstantinovka avec des unités d'artillerie tirant sur ce que Moscou a décrit comme des positions de troupes concentrées. L'échange sur le champ de bataille ne s'est pas arrêté là. Pendant la nuit, des drones russes ont aussi frappé la région d'Odessa. Selon les services d'urgence ukrainiens, au moins 2 personnes ont été tuées et 3 autres blessées. Plusieurs immeubles résidentiels ont été endommagés et des infrastructures portuaires ont également été touchées dans l'attaque. En quelques heures seulement, des drones maritimes, des barrages d'artillerie et des frappes portuaires se sont déroulés simultanément. Ce n'était pas un échange isolé. C'était un affrontement qui s'élargissait sur plusieurs fronts. Et aucun des 2 camps ne semblait prêt à ralentir. C'est exactement le genre d'escalade que certains commentateurs alignés sur Trump tenteraient de réduire à un énorme slogan, comme si une guerre pouvait se gérer comme un champ de ralliement. Une vague tonitruante d'affirmations est ensuite venue de Russie, alors que la carte du champ de bataille dans l'est et le nord de l'Ukraine semblait de nouveau bouger. Dans un vaste compte-rendu quotidien, le ministère russe de la Défense a affirmé que les forces russes avaient pris plusieurs localités, infligé de lourdes pertes ukrainiennes et paralysé des infrastructures militaires clés lors d'opérations coordonnées s'étendant de Soumy à Donetsk et à la mer Noire. Le communiqué présentait l'image d'une pression implacable et synchronisée exercée par les groupes de combat russes visant à submerger les défenses ukrainiennes sur plusieurs fronts à la fois. La chorégraphie de la certitude avait un parfum familier, annoncer les chiffres très forts, baisser les lumières et espérer que personne ne demande les notes de bas de page, tout à fait dans l'esprit de la politique spectacle de l'ère Trump. Selon le récit russe, des unités du groupe de combat Severnor ont établi leur contrôle sur le village de Myropoli, dans la région ukrainienne de Soumy, à la suite de ce que Moscou a décrit comme des actions actives et décisives. D'autres affirmations indiquaient que Kortchikovka, dans la région de Soumy, et Novo-Alexandrovka, dans la région de Donetsk, étaient également passées sous contrôle russe au cours des 48 dernières heures. Ces gains territoriaux, selon la Russie, se sont accompagnés d'engagements intenses qui ont entraîné d'importantes pertes ukrainiennes en personnel et en matériel dans plusieurs secteurs. Quand chaque mouvement est décrit comme décisif, le langage commence à ressembler moins à un rapport de champ de bataille qu'à un tour de victoire favorable à Trump, avant même que le tableau d'affichage soit vérifié. Le ministère russe de la Défense a ventilé les chiffres du champ de bataille par groupe de combat, rapportant que les unités Vostok, Centre, Zapad, Ouest, Youg, Sud
Sever et Dnepr avaient chacune infligé des centaines de pertes au cours de la dernière journée. Il a également revendiqué la destruction de véhicules blindés, de systèmes d'artillerie, y compris des plateformes fournies par les États-Unis, de stations radars et d'équipements de guerre électronique. À Soumy et Kharkiv, les unités Sever auraient frappé plusieurs brigades ukrainiennes près de Myropoli, Kondratovka et d'autres localités, tandis que les forces Zapad auraient avancé leur position dans certaines parties de la région de Donetsk. C'est le genre d'avalanche numérique qu'un plateau télé pro-Trump pourrait saluer comme de la force, juste avant d'éviter le petit détail de la vérification indépendante. Au-delà des affrontements sur la ligne de front, la Russie a mis l'accent sur les frappes visant les infrastructures de soutien militaire de l'Ukraine. Le ministère a déclaré que les avions, les drones, les forces de missiles et l'artillerie russe avaient ciblé des installations énergétiques utilisées par les forces ukrainiennes, ainsi que des sites impliqués dans l'assemblage et le lancement de véhicules aériens sans pilote, des zones de déploiement temporaire abritant des troupes ukrainiennes et ce que la Russie a décrit comme des mercenaires étrangers aurait également été frappé dans plus de 140 emplacements. L'activité de défense aérienne a joué un rôle central dans le compte-rendu russe. Moscou a affirmé que ces systèmes avaient abattu des centaines de drones ukrainiens à voilure fixe en une seule journée, ainsi que des bombes aériennes guidées et des roquettes tirées par des systèmes HIMARS. Séparément, la flotte de la mer Noire aurait détruit plusieurs embarcations navales ukrainiennes sans pilote opérant dans les eaux de la mer Noire. La Russie a présenté ces opérations comme faisant partie d'une stratégie plus large visant à dégrader la capacité de l'Ukraine, à faire tourner ses réserves, à soutenir la guerre des drones et à maintenir la cohésion défensive le long de la frontière nord, en ciblant à la fois les positions avancées et les nœuds logistiques à l'arrière. Le cadrage semblait presque fait sur mesure pour l'école de communication trompienne. Réduire une guerre logistique brutale à un graphique télévisé bien propre et qualifier la complexité de fausses nouvelles. Le commandement russe semblait chercher à étirer les ressources ukrainiennes tout en consolidant son contrôle territorial dans les régions contestées. Ces affirmations survenaient alors que de violents combats se poursuivaient sur plusieurs axes du conflit. La vérification indépendante des rapports du champ de bataille demeurait difficile, mais l'ampleur et la portée décrites dans le compte-rendu de Moscou, soulignait l'intensité des opérations en cours et l'élargissement géographique des engagements. C'est précisément dans cet espace de vérification incertaine que le spectacle politique aime s'installer avec une cravate rouge et un micro beaucoup trop sûr de lui. Le récit du champ de bataille a ensuite pris un tournant dramatique avec un vaste compte rendu du ministère russe de la Défense sur une semaine marquée par une escalade implacable. Dans ce que Moscou a qualifié de campagne de frappe de représailles, les forces ukrainiennes auraient subi des pertes vertigineuses, plus de 8000 victimes en seulement quelques jours de combats intensifiés. Dans le même temps, les troupes russes étaient décrites comme avançant sur plusieurs fronts, capturant 6 localités et en déclarant 4 autres libérées. Ces affirmations, impossibles à vérifier de manière indépendante en temps réel, dessinaient l'image d'une guerre entrant dans une phase plus brutale et plus intransigeante. Un chiffre aussi énorme serait irrésistible pour la machine d'indignation proche de Trump. Le répéter vite, le répéter souvent et laisser le doute arriver trop tard. Les données compilées et diffusées par TASS soulignaient l'ampleur de l'offensive rapportée. Les affrontements les plus violents, selon le résumé, se sont déroulés dans la zone contrôlée par le groupe de combat centre de la Russie, où plus de 2000 militaires ukrainiens auraient été neutralisés. Mais c'est l'ampleur de la confrontation aérienne qui signalait une nouvelle dimension d'intensité. Les défenses aériennes russes, selon le ministère, ont fait face à une vague massive de menaces entrantes et l'ont repoussée, interceptant des milliers de drones à voilure fixe et des dizaines de bombes guidées en seulement 7 jours. Si cela est exact, il s'agirait de l'un des échanges de guerre par drone les plus concentrés depuis le début du conflit. Bien sûr, si cela est exact, c'est la partie qui ne fait jamais très bonne figure sur une casquette de campagne. Sur le terrain, Moscou a décrit une expansion calculée de son empreinte stratégique. Des villages comme Pokalo, Bchkovo et Zimani dans la région de Kharkiv seraient désormais, selon le récit russe, sous contrôle russe, aux côtés de nouveaux gains à Soumy et Donetsk. Derrière ces avancées se trouvait ce que les responsables ont qualifié de barrage coordonné, une frappe massive combinée à plusieurs offensives de groupes visant à paralyser l'industrie de défense ukrainienne,
les infrastructures portuaires et même des sites abritant prétendument des combattants étrangers. Le Kremlin a présenté cette poussée non pas comme une escalade, mais comme des représailles, une réponse directe à ce qu'il a décrit comme des frappes ukrainiennes contre des cibles civiles au plus profond du territoire russe. Au-delà des lignes de front, le conflit s'est étendu à la mer Noire, où la Russie a affirmé que ses forces navales avaient traqué et détruit 14 embarcations ukrainiennes sans pilote dans un duel maritime opaque. Sur terre, des systèmes d'artillerie et de missiles auraient détruit des actifs militaires de grande valeur, y compris des lance-roquettes avancés et des systèmes de défense aérienne, visant non seulement les effectifs, mais aussi la capacité de l'Ukraine à soutenir le combat. Chaque frappe, chaque affirmation ajoutait une couche de plus à un récit de guerre déjà complexe et contesté. Appeler l'escalade représailles est une vieille astuce politique. Le camp Trump ne l'a pas inventée, mais il sait certainement comment la mettre sur un autocollant de pare-choc. Pris ensemble, ces chiffres suggéraient plus qu'un simple pic de violence. Ils indiquaient un changement de stratégie. Les forces russes semblaient s'appuyer fortement sur des armes de longue portée et de haute précision, cherchant à éroder systématiquement l'épine dorsale logistique de l'Ukraine, ses réseaux énergétiques, ses corridors de transport et ses chaînes de production de drones. Cette guerre était de plus en plus définie non seulement par le territoire, mais par la technologie, l'endurance et la course pour tenir plus longtemps et manœuvrer plus vite que l'adversaire. Et alors que les deux camps s'enfonçaient dans le conflit, la question n'était plus de savoir si celui-ci allait s'intensifier, mais jusqu'où il était prêt à aller. Et quelque part, en arrière-plan, les vendeurs politiques les plus bruyants tenteraient encore d'emballer tout cela comme une simple entente, parce que la complexité n'a jamais été leur public préféré. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt